de cette production 90 minutes en face est certainement le plus jeune président du parti politique Ibrahim Iché, c'est son nom. Il est le président du parti Action. Il reçoit en tout cas tout notre honneur de nous justement honorer à l'appel de son devoir ce soir dans le cadre de cette sortie de la semaine 90 minutes en face. Il aura 90 minutes pour partager avec nous la vision du parti Action relativement à toute cette actualité qui bat son plein dans l'écosystème camerounais. Ibrahim, bonsoir et bienvenue. Merci Romaric, bonsoir. C'est un réel plaisir encore d'être face à vous. Il faut dire qu'on voilà, merci infiniment. Hein. On a coutume de vous constater sur les plateaux de télévision, mais certainement dans le cadre d'un échange face-to-face comme celui-ci, c'est le tout premier plateau certainement. Peut-être pas le tout premier, mais l'un des rares plateaux. D'accord. Ouais, parce que c'est pas régulier ce type d'espace qui nous permettent de préciser notre vision du Cameroun et les idéaux que défend le parti Action. C'est aussi une belle occasion pour nous, à travers ce type d'émission, de dire ce que nous pensons de l'évolution de l'actualité nationale. En 90 minutes, vous allez certainement nous présenter ce que nous avons baptisé les calculs de l'action. Peut-être pas seulement pour l'élection présidentielle qui s'annonce, mais aussi certainement pour les législatives. Il faut dire que quand on t'inscrit dans cet écosystème, il y a certainement des choses en vue. Ah ben oui, bien évidemment. Lorsqu'on s'engage en politique, c'est parce qu'on a une vision. Et la vision qui se décline à travers un programme et à travers des stratégies qui visent à conquérir et à gérer le pouvoir, à implémenter cette vision justement. Donc pour 2025 ainsi que pour 2026 surtout, nous avons des objectifs que nous allons probablement avec votre conduite déclinée sur ce magnifique plateau. Merci encore de nous honorer de votre présence ce soir, Ibrahim Iché. Entrons de plein fouet pour parler de l'actualité autour de Martinez Zogo. Cela fait exactement 2 ans que le chef de chaîne d'Amplitude FM avait été atrocement assassiné. Ses bourreaux actuellement en détention à la prison en attendant justement la justice camerounaise. Sauf qu'on a l'impression que cette justice est silencieuse. Vous qui défendez les causes des droits de l'homme, vous qui êtes davantage dans des sujets proches des populations camerounaises, comment vous accueillez, n'est-ce pas, cette actualité-là, 2 ans déjà, le silence de la justice camerounaise? Il faut déjà dire que d'après le rapport de la CONAC, la justice camerounaise est le corps le plus corrompu de notre pays, et ceci durant les 2 dernières années. L'année surpassée, le ministère du cadastre et des affaires foncières est suivi du ministère de la justice, mais cette année c'est le ministère de la justice. Ça peut donc tout expliquer. Le ministère de la justice a pris le devant, sur le ministère du cadastre. Tout à fait. Concernant le cas Martinez, que nous l'invoquons, c'est avec beaucoup d'amertume, beaucoup de colère, mais aussi beaucoup de tristesse. On ne peut pas comprendre comment, après 2 ans, on n'est pas encore parvenu à dire le droit concernant les principaux coupables de cet acte déplorable. L'enfant détruit, jusqu'ici, ne repose pas encore en paix. Je pense qu'il n'est pas encore enterré. Il continue de souffrir à la morgue. Ça en possession du corps. Il a souffert de son vivant. Il a été torturé. Après sa mort, il continue d'être torturé. La justice n'est pas rendue pour la satisfaction populaire et même de sa famille. Même si les présumés assassins sont actuellement en détention, les plus emblématiques, on les connaît, peut-être les citer, Jean-Pierre, cet homme d'affaires, l'ancien patron de la DGRE, Maxime Okoeko. Est-ce que ce n'est pas un grand pas dans le cadre de cette affaire, Ibrahim? Je pense qu'après 2 ans, en principe, on devait déjà nous dire qui est le coupable de cet acte. Parce que toutes ces personnes que vous avez citées sont suspectées d'être des personnes qui ont participé, qui ont donné de l'ordre pour sa torture. On ne nous dit pas qui
réellement à tuer ou assassiner Martinez. Pourtant, c'est la volonté du peuple camerounais. C'est ce que le peuple attend depuis 2 ans. On nous parle de ceux qui ont monté des coups pour qu'il soit torturé. Mais on dit qui a tué Martinez. Jusqu'ici, on attend encore à savoir qui a tué Martinez Zogo. Et c'est déplorable cette situation parce que vous vous rendez compte que les personnes qui sont censées nous protéger, on parle de la DGRE, c'est quand même le renseignement du pays. Tout à fait. C'est des personnes qui sont en principe censées pour sécuriser le pays et même pour la protection civile des populations. Tout à fait. Mais vous vous rendez compte que c'est les mêmes-là qui, paradoxalement, sont impliqués dans des affaires aussi scandaleuses. Ça prouve que lorsque Afrobaromètre, en 2023, disait que 8 Camerounais sur 10 se sentent dans une insécurité totale, c'était vrai. Parce que si ceux qui sont censés vous deviennent des personnes qui, pour des intérêts égoïstes, pour de l'argent, peuvent s'organiser pour aller torturer, pour aller tuer des citoyens, ça veut dire que c'est grave et que nous ne sommes plus en sécurité dans nos pays. Et vous justifiez justement ce silence de la justice par le fait qu'on a classé justement ce département ministériel parmi les ministères les plus corrompus. Oui, c'est pas moi qui le dis, c'est la CONAC, et ça peut justifier le pourquoi les opérations s'effectuent avec beaucoup de lenteur, et aussi avec beaucoup d'intérêt de ce côté où la justice n'est plus dite. Et puisque vous parliez tout à l'heure, Président, de cette insécurité qui va d'ailleurs sans cesse grandissante dans notre pays, parlons du cas effectivement de Djoubaïrou, qui en Ngaoundéré a également été enlevé par 4 hommes, et dont 2 ont véritablement été identifiés par un riverain, par un usager de la place, mais sauf que jusqu'ici, le 4x4 dans lequel Djoubaïrou a disparu semble ne plus être retrouvé aujourd'hui. Le gouvernement est tout silencieux dans le cadre de cette affaire. Pourtant, un Camerounais qui s'est inscrit également dans la dénonciation des cartes nationales d'identité qui justement se trafiquaient ou se confectionnaient dans un domicile privé, il a dit non, c'est pas normal, sauf que jusqu'ici on ne sait pas où il se trouve. C'est là un terrible paradoxe, parce qu'en principe, Djoubaïrou devait faire partie des personnes qu'on devait féliciter, oui, parce qu'il a participé là à des investigations. Tout à fait. Et il a rendu compte, il a fait une dénonciation. En principe, si ceux qui nous dirigent étaient pour la construction de la République, on devait féliciter ces jeunes messieurs. Mais paradoxalement, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Il a été enlevé en plein cœur de la ville de Ngaoundéré pour cette dénonciation. C'est déplorable, c'est inacceptable. Si le gouvernement, ou alors ceux qui l'ont enlevé, parce que pour l'instant, tout laisse croire que ce sont les membres de notre force de sécurité. Alors, s'il est coupable, si on pense que sa dénonciation ne devait pas être faite, ce qui est absurde, si on pense qu'il est coupable de quoi que ce soit, si on lui reproche quoi que ce soit, je pense qu'il y a des canaux pour pouvoir appréhender un individu. On devait le convoquer. On devait, s'il refuse d'aller à la convocation, il y a aussi des méthodes. On devait l'appréhender avec respect. Parce que même les animaux aujourd'hui en brousse, on n'est plus habilité à tuer des animaux dans le cadre de la chasse n'importe comment. Parce que même les animaux ont droit à un respect. Même les criminels ont droit à du respect. Parce que ce sont des êtres humains. Lorsque on décide d'enlever quelqu'un de cette manière, et puis il disparaît, on ne sait pas où il est. Il n'a pas droit à un avocat. Sa famille ne sait pas s'il se porte bien. Lorsqu'on le fait, est-ce qu'on pense vraiment à sa famille, à ses proches, à sa femme, à ses enfants? C'est ça en fait le pays où nous sommes, où les gens se disent que nous n'avons plus de cœur et que nous sommes des objets, qu'on peut nous traiter n'importe comment. Ce n'est pas autorisé, ce n'est pas croyable, c'est inacceptable. Ngaoundéré, oui. Ngaoundéré, c'est une ville paisible. Tout à fait. C'est ma ville natale. C'est où je suis né, c'est où j'ai grandi, c'est où j'ai étudié. On n'était pas habitué à ce type de choses. Mais depuis un certain temps, et surtout depuis cette dénonciation, nous avons des cas comme ça, là, des violations des droits humains en Ngaoundéré. Nous avons même eu un cas où quelqu'un serait décédé en cellule à cause des positions que des gens prennent.
Est-ce que Ngaoundéré ne fait pas partie de la République? Est-ce qu'en Ngaoundéré, les citoyens n'ont plus le droit à l'opinion, le droit d'expression? Je me pose bien la question. Donc moi, je pense que si le gouvernement n'est pas lié à cette affaire, il est de bon ton au gouvernement de sortir de son silence et de condamner cet acte. Ensuite, de dénoncer cet acte aussi et surtout de se laver les mains. Puis de s'engager résolument vers des activités qui vont conduire à retrouver ce monsieur. Qui a enlevé Djoubaïrou? Où est-ce qu'il est parti? Pourquoi on lui en veut? Qu'est-ce sinon dénoncer une situation qui semble paradoxale et qui en fait ne devait pas avoir lieu? On ne peut pas trafiquer des CNI dans une maison. Si moi par exemple m'attrape avec 2000 CNI, je suis sûr que je vais faire l'objet d'une audition, d'une interpellation. Parce que qu'est-ce que je fais avec ces CNI? Je les ai trouvés. Qui a parcouru l'ensemble de soit dans la ville de Ngaoundéré. On ne le retrouve pas. Tout à fait. On ne le retrouve pas. L'inquiétude de la population de ce côté du Cameroun n'est pas au beau parce que les gens sont inquiets. Dans les quartiers, les gens ne se sentent plus en sécurité, les gens sont bâillonnés et ce n'est pas admissible. C'est peut-être l'ensemble de cet art constaté que les clergés aussi ont fait surface, ils sont montés au créneau pour dénoncer effectivement ces problèmes systémiques-là que vous également semblez dénoncer sur les plateaux de télévision. Est-ce que vous appréciez la sortie de l'ensemble de ces clergés-là, Ibrahim Biché? Il faut déjà dire, bien sûr, il faut déjà dire que le clergé, en certains corps, constitue des citoyens camerounais. Et le fait d'être prêtre, pasteur, homme de Dieu, ne vous inhibe pas votre droit à l'opinion, votre droit d'expression. Et ne vous sépare des citoyens. Ne sépare pas, au grand jamais d'ailleurs, de votre casquette de citoyen. Les hommes de Dieu, en tant que pasteurs, en tant que bergers, sont à la tête des citoyens. Et tout le monde que les Camerounais souffrent, que leurs enfants souffrent. Il y a quoi de mal à dire cela, que les enfants souffrent. Lorsque Monseigneur Cléd a dit, par exemple, que le président de la République, Paul Biya, est assez vieux pour prétendre à une nouvelle élection, est-ce qu'il a menti? Le président Paul Biya, il est vieux. À l'heure actuelle, le plus ancien dirigeant au monde, à 93 ans bientôt. Donc, où est le mensonge là-dedans? Lorsque le clergé fait une sortie, un communiqué, à travers lequel il signale que les enfants vont à l'école, les parents dépensent de l'argent, et qu'à la fin, les enfants rentrent à la maison. Ils n'ont pas du travail, ils sont au chômage. Est-ce que c'est un mensonge? C'est une vérité. 14% de nos diplômés n'obtiennent pas un travail décent. Ils rentrent chômés à la maison, continuent d'être nourris par des parents. Ce qui ne se faisait pas à l'époque. Donc, pourquoi est-ce que, lorsque les clergés sont sortis, qu'il est important pour le président Paul Biya de ne plus se représenter, qu'il fallait un renouveau politique dans notre pays? On a vu tous les membres du gouvernement sortir s'offusquer. Pourquoi, à ce moment, le gouvernement a réagi et quand il s'agit du cas Djoubaïrou, personne ne sort? Donc vous comprenez que pour ces gens, on peut traiter les citoyens comme bon nous sommes, comme on veut, on peut même tuer les citoyens, ce n'est pas un problème, mais on ne doit pas toucher à leur pouvoir et au pouvoir du président Biya. C'est quand même paradoxal. Or, le président Paul Biya n'est pas au-dessus du Cameroun, eux également. Donc, moi je pense que le gouvernement devait faire une sortie. Je pense aussi que la justice devait se saisir de cette situation. Mais malheureusement, nous avons une justice qui, en réalité, me semble être aussi sous le coup de, comment je vais dire, d'un besoin de soutien. C'est-à-dire que la justice qui doit soutenir les populations est elle-même aujourd'hui, vit elle-même aujourd'hui une situation d'injustice où il faudrait même encore qu'on puisse soutenir cette justice. Vous vous rendez compte qu'en 7 ans, le président Biya a convoqué un seul conseil de magistrature? Tout à fait. C'est-à-dire, c'était en 2019. C'est un fait. Pendant 7 ans,
vous avez des magistrats qui ne peuvent pas monter en grade, qui ne peuvent pas être redéployés, qui ne peuvent pas être affectés. Certains sont en retraite, ne peuvent pas aller. Certains sont au quartier des commis de justice qui ne peuvent pas effectivement démarrer. Vous comprenez que même dans la justice, il y a des frustrations, il y a des frustrés. Plusieurs magistrats aujourd'hui ne parviennent pas à jouir de ce qu'on appelle le regroupement familial. Et vous pouvez imaginer l'incident que cela peut créer lorsque vous travaillez par exemple à Tourningal, dans la Damawa, et que votre femme réside à Koutaba. Vous savez ce que ça peut créer? La psychose que ça peut créer au sein des enfants qui n'ont pas la chance de grandir avec les... Est-ce que si cette femme s'en lasse de rester avec son homme et décide d'aller voir ailleurs, on pourra réparer ces préjudices? Si son monsieur de l'autre côté se fait détourner par une autre jeune dame parce qu'il est tout seul, qui pourra régler cela? Peut-être là, vous faites allusion à ces problèmes administratifs rencontrés justement dans nos administrations au Cameroun. Ah ben bien sûr. Ibrahim, permettez qu'on va y revenir dessus. Oui, mais je voulais chuter en quelques secondes pour dire que lorsque les magistrats subissent ces injustices, vous pouvez donc imaginer ce que la population lambda peut subir. Pourquoi le corps magistral n'a pas de syndicat qui peut défendre ses causes? Voilà la question que je me pose bien. Et vous comprenez donc que si ceux qui sont censés nous protéger, nous défendre, la justice, elle-même subit des injustices, ça veut dire que le Cameroun s'est transformé en Far West, en l'état de nature, où même la justice n'a plus de force, et où même des personnes ne respectent plus rien, notamment l'état de droit. Parce que ce qui s'est passé en Gaoundéré, c'est une violation de l'état de droit, qui consiste en ce qu'en réalité, chaque fois que les membres du gouvernement, chaque fois que l'administration agit, cette administration devait s'assurer que l'acte qu'elle pose est en conformité ou alors renforce l'état de droit, est en conformité avec le droit. Parce que le droit est au-dessus de tout et parce que ni les institutions, ni les individus qui incarnent ces institutions ne sont supérieurs à la loi. Nous ne sommes tous libres et égaux en droit. Voilà donc qui est dit. Hein. On va entrer en profondeur justement dans le cadre de ces problèmes au sein de nos administrations tout au long de ce programme. Mais avant, vous parliez de ces problèmes d'insécurité dans notre pays. Peut-être dans le parti Action, vous avez pensé à un projet visant ainsi à régler ce genre de bobo, ce genre de problème dans l'avenir. Est-ce que vous partagez votre projet justement dans ce sens-là avec ceux qui vous regardent? Qu'est-ce que vous comptez faire concrètement au sein du parti Action si jamais l'élection présidentielle dans les jours à venir vous était favorable? Comment ferez-vous pour régler ce genre de situation sur le plan de la sécurité? Premièrement, il faut dire que au moins 7 régions sur 10 au Cameroun sont en proie des exactions tant sécessionnistes, terroristes ou même simplement sécuritaires. Tout à fait. Vous avez la région du nord-ouest, du sud-ouest et même de l'ouest qui subissent les exactions sécessionnistes et même terroristes. Vous avez la région du littoral qui subit le poids de toutes ces exactions, de ce qu'on a appelé la crise anglophone. Vous avez la Damawa, vous avez la région de l'Est et la région du Nord qui sont en proie aux exactions ou bien aux intrusions meurtrières des anciens bancs des armées centrafricaines. Vous avez le phénomène d'enlèvement qui a, dans la région de la Damawa, pris de l'ampleur, au point où on a aujourd'hui, dans cette région, ce qu'on appelle des villages fantômes. Les gens ont déserté des villages pour aller dans des centres urbains. L'activité pastorale, qui est en réalité le poumon de l'économie nationale, qui est en réalité le pourvoyeur d'emploi dans cette région, est aujourd'hui dans l'agonie parce que ça se faisait dans des villages qui ont été désertés. Le taux de chômage est accru dans cette région et le taux de banditisme également parce que des gens n'ayant plus désormais de quoi s'occuper. Dans la région de l'extrême nord, un chef de village venait encore d'être kidnappé par les éléments de la secte terroriste Boko Haram. Les exactions de cette secte continuent de causer de la désolation dans cette région du pays. Vous comprenez que le Cameroun globalement est dans une insécurité totale. Il y a urgence donc à revisiter notre carte sécuritaire. Premièrement, il faut résoudre la crise anglophone. L'histoire
de la résolution des conflits, notamment la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre même au Vietnam, et toutes les guerres de l'humanité nous renseignent que la solution militaire, la force, l'usage de la force n'a jamais été la meilleure des solutions. À côté de la force militaire, il y a, à côté de la solution militaire, il y a la solution politique qu'il faut préconiser, le dialogue. La crise anglophone doit se résoudre autour d'une table de dialogue. On a eu ce que nous avons assisté en réalité était purement et simplement une pièce de théâtre. Ah bon? Mais bien sûr, ça n'avait rien à voir d'un dialogue. Pourquoi? Ils ont bâti le grand dialogue national. Au sorti de là, des résolutions, en tout cas, quelques-unes avaient été prises, on se souvient. En fait, c'était un éléphant blanc, comme les autres grands chantiers, les projets structurants de la République. C'était en réalité un regroupement entre des copains qui sont venus manger du biscuit, qui sont venus décharger des perdiens, et puis qui sont partis. S'il y avait eu dialogue, la crise anglophone serait terminée. Le casting n'était pas le bon. Parce que lors de ce dialogue, on n'avait pas les éléments, c'est-à-dire des personnes, des protagonistes n'étaient pas là. Vous ne pouvez pas organiser un dialogue pareil en terre camerounaise. Pourquoi? Parce que même si vous invitez les protagonistes, qui sont pour la plupart exilés, ils ne viendront pas au Cameroun parce qu'ils auront peur pour leur sécurité. Ils peuvent être appréhendés. Mais malheureusement, tous ces gens n'étaient pas invités. Moi, je pense que lorsqu'on veut la paix, on est humble. On est prêt à discuter avec même l'ennemi, avec des personnes que nous n'aimons pas. Est-ce que le président autoproclamé de la République fantôme d'Ambazonie, qu'on appelle Ayuk Tabe, était convié à cette table? Il n'était pas convié. Lorsque vous voulez dialoguer sans ces personnes pour résoudre la crise anglophone, vous vous l'airez. Et c'est ça, en fait, notre pays, où on fait toujours la République du semblant. On fait toujours semblant de résoudre des problèmes, mais au fond, on n'a pas la volonté intrinsèque de les résoudre. C'était l'une des solutions, en tout cas, que... C'était le dialogue. Oui. Il faut dialoguer. Il faut dialoguer. Vous allez aussi constater que les crises perdurent dans des espaces paupérisés. Lorsque les gens ont faim, lorsque les gens n'arrivent pas à se nourrir, ils sont prêts à tout. C'est une question de suivi. Il faut améliorer les conditions de vie des Camerounais. Il faut permettre aux Camerounais de travailler, de gagner leur vie et de pouvoir se nourrir, de pouvoir se loger, de pouvoir se vêtir, de pouvoir se soigner, de pouvoir aller à l'école. Tant qu'on n'a pas résolu ces aspects, le taux d'insécurité sera toujours élevé. Donc, voilà la solution. Ça ne sert à rien de s'attaquer aux conséquences et de négliger les causes. Parce que la cause n'est pas marginale. Puisque c'est cette cause qui déclenche le phénomène qu'on déplore. Les gens, pour la plupart, versent dans le banditisme. Pourquoi? Certains ne vont pas à l'école. Pourquoi ils ne vont pas à l'école? Parce qu'aujourd'hui, l'école qui est un service public est un luxe au Cameroun. Pourquoi les gens versent dans le banditisme, notamment des jeunes? Parce qu'ils n'ont pas de quoi s'occuper. Parce qu'ils ont faim. Vous allez voir un jeune de 40 ans qui allait à l'école et après qui n'a rien à faire et qui à un moment donné veut s'accomplir. Cet élément est susceptible, ou alors ce garçon est une proie susceptible et même facile. Les banques des armées par exemple. Parce que lorsqu'on va venir lui proposer 500 000 francs pour qu'il soit enrôlé, ou alors pour qu'il soit l'indique d'un groupe de bandits qui enlèvent des populations dans un village, il sera difficile pour ces jeunes de dire non. Parce qu'il sait qu'il doit s'accomplir. Il a sa maman qui est malade. Il n'a même jamais vu. Où veut donc passer la conscience si jamais ces jeunes acceptent de se livrer dans ce genre de pratique? Où est passée véritablement la conscience citoyenne dans ce cas de figure, Ibrahim? Il faut déjà rappeler que moi je condamne ce type de pratique. D'accord. On aussi juste le phénomène que nous, le Parti Action, Ibrahim Miché président, je donnerai de l'emploi à tous les jeunes Camerounais. Par quel mécanisme? Par quel mécanisme? Oui. Très bonne question. Aujourd'hui, avec l'économie numérique, avec
les emplois autour du digital, nous pouvons faire du Cameroun un paradis d'emploi. Au point où les immigrés partout en Afrique pour venir chercher de l'emploi au Cameroun. Aujourd'hui, avec le secteur touristique, nous avons un potentiel touristique plus énorme que celui du Kenya. Tout à fait. Le Kenya qui vit essentiellement du tourisme. Vous avez un pays comme le Maroc, la Tunisie, qui vivent essentiellement du tourisme, mais le potentiel touristique camerounais est le plus fourni, le plus garni et le plus important en Afrique. Je vous rappelle que nous sommes l'Afrique en miniature. On développe uniquement le secteur touristique. L'emploi va se créer partout au Cameroun parce que chaque village au Cameroun regorge un site touristique qui peut appeler des touristes de par le monde. Voilà qu'on peut explorer, qu'on peut exploiter pour donner de l'emploi aux gens. Il faut industrialiser le pays. Il faut arrêter d'exporter de manière brute le pétrole, l'or et les minéraux du Cameroun. Il faut que les entreprises s'implantent dans notre pays. Sauf que pour que les entreprises s'implantent, il y a un préalable. Quel est ce préalable? Il nous faut par exemple développer l'infrastructure routière parce qu'il faut transporter la production. Mais vous vous rendez compte qu'au Cameroun, le kilomètre de route est le plus cher en Afrique. Pour quel type d'infrastructure routière? Le président Paul Biya l'a reconnu, que l'argent qui sort de nos caisses pour construire des routes, et ce qu'on voit sur le terrain, il n'y a pas de match. Il faut construire des routes. Il faut une autosuffisance énergétique. Parce que les industries ne peuvent pas s'installer dans un pays où l'énergie est clignotante. Vous avez le communiqué du MINE qui demande, qui supplie les entreprises d'arrêter de produire pour permettre aux ménages d'être éclairés. Oui, vous faites allusion là, tout à fait. Vous faites allusion à ces problèmes de délestage auxquels sont confrontés les Camerounais effectivement, depuis le mois de décembre 2024. Tout à fait. Pourtant, on se souvient de cette promesse du MINE en juin 2024 qui rassurait les populations qui auraient plus de problèmes sur le réseau interconnecté sud. Je souhaiterais peut-être qu'on y revienne, mais là, vous m'avez posé une question, celle de savoir comment on fait pour que les Camerounais puissent avoir de l'emploi. Je vous ai dit qu'il y a un préalable à cela. Il faut les routes. Il faut de l'énergie. Mais quand vous avez un pays où on demande aux entreprises de ne pas produire, comment on va industrialiser le pays? Pour réaliser l'ensemble de ces éléments, Ibrahim, il faut quand même apporter de l'argent. Aujourd'hui, le Cameroun semble, dit-on, le trésor justement camerounais semble avoir beaucoup de problèmes. Mais comment vous allez faire pour garnir justement les caisses de l'État? Mais bien évidemment, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on va développer le secteur touristique, qu'on va développer l'économie numérique. Il y a aujourd'hui des nouveaux secteurs dans l'économie numérique. On va vous parler de la crypto-monnaie. Tout à fait. On va vous parler du trading. Avec cela, nous pouvons faire du Cameroun la première place financière en Afrique. Mais ceux qui nous dirigent ne comprennent rien en toutes ces choses parce que ce n'est pas l'école de 62 ou bien de 63. C'est la nouvelle école. Est-ce que vous n'êtes un peu trop dur? Non, mais c'est la nouvelle école. Ils ne comprennent absolument rien, pas parce qu'ils sont incompétents, mais parce qu'ils sont en déphasage avec les réalités contemporaines. Ils sont quand même qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Mais qu'est-ce qu'ils peuvent dire de l'économie numérique? Qu'est-ce qu'ils en savent? Qu'est-ce qu'ils en savent? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire du digital? Qu'est-ce qu'ils en savent? Rien, mais absolument rien du tout. Ils sont allés ailleurs, tant mieux pour eux, mais ils refusent de copier ce qu'ils voient de bien ailleurs. C'est un fait. Donc, vous demandez comment on fait pour avoir de l'argent, pour industrialiser le pays, pour créer de l'emploi, pour soutenir l'entrepreneuriat jeune, pour moderniser notre système éducatif, pour rendre effective la gratuité du service public. Mais écoutez, vous savez combien ces gars volent au quotidien? L'argent qu'ils détournent de nos caisses, c'est des centaines de milliards. Si on arrête la corruption dans ce pays, nous allons avoir suffisamment d'argent pour réaliser tout ce que vous êtes en train de dire là. Donc, vous avez aussi le fait que des gens investissent de l'argent dans ce qui n'est pas prioritaire. Nous avons construit des stades. Nous avons utilisé plus de 6 000 milliards pour organiser une CAN qui ne nous a rien rapporté. En tout cas, jusqu'ici, on n'a pas vu un bilan, soit du ministère du Sport, soit de la présidence, pour dire que, OK, la CAN qu'on a organisée au Cameroun, voilà ce que ça a produit. Voilà ce qu'on a injecté comme argent. Voilà ce que ça a produit. On ne l'a pas fait. Comme pour dire que la CAN ne nous a rien produit, sinon, ça nous a causé des morts à Olembi. Donc, c'était aussi un investissement inutile.
Vous avez des grands projets, le comice agropastoral à Ebolova, où on a fait le simulacre de la construction des industries, des tracteurs, des industries qui devaient pour des hôtels. Où sont ces hôtels, ces industries, ces marchés autres? C'est ça le problème du Cameroun. Le problème du Cameroun, c'est que pour une route qui peut coûter 10 milliards, les gens vont vous prendre facilement 200 milliards et à la fin, ils ne vont même pas construire cette route. C'est de la méchanceté. Et c'est ça notre problème. Le problème du Cameroun, ce n'est pas qu'on n'a pas de l'argent. Le problème du Cameroun, ce n'est pas qu'on n'investit pas dans des projets. C'est que le président de la République est entouré des bandits, des gens, des kleptomanes, des gens qui ont la maladie du vol, des gens qui volent pour rien. C'est-à-dire quelqu'un a déjà 2 milliards dans ses caisses. Quelqu'un a déjà 800 millions chez lui. Mais il continue de voler. C'est pour en faire quoi? C'est toute la question. Parlons justement d'une autre grande difficulté dénoncée par les populations camerounaises, une difficulté qui interroge justement la quiétude de plus d'un. On en a longuement parlé, parlons-en avec vous, président du Parti Action. C'est ces problèmes. On a, en juin 2024, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Lundou Essomba, qui avait rassuré, c'était au cours d'une importante conférence de presse, les Camerounais, que le réseau interconnecté Sud ne devrait plus connaître des problèmes. Le barrage de Nachtigal, de Meunveleu et même du côté, je veux dire ici, de Kribi, ces barrages qui devraient, en la réalité, contribuer à la stabilisation de l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire national. Mais sauf que depuis décembre, on semble vivre le contraire. Est-ce qu'il s'inscrit également dans les rangs de ce que vous dénoncez tout à l'heure dans vos propos? Je vais déjà dire que la politique énergétique du gouvernement du RDPC est nulle. C'est un échec total. Et on ne peut pas faire moins en termes de médiocrité. Voilà ce qu'il en est. Chaque année, l'État injecte des centaines de milliards. Je ne sais pas si encore au Cameroun où on met de l'argent, comme dans les... On injecte des milliards pour électrifier le Cameroun, pour la lumière. Mais qu'est-ce que nous avons au final? Nous avons le ténèbre. On nous sert de l'obscurité. Et vous aimez souvent à me titiller en le disant. Moi, je dis que au Cameroun, lorsqu'on vous dit Eneo, vous pensez à tout sauf à de la lumière. Quand on vous dit Eneo, vous pensez à l'obscurité. Parce qu'aujourd'hui, Eneo est devenu le synonyme de l'obscurité, du ténèbre, du noir. C'est un paradoxe parce que Eneo devait être le synonyme de la lumière, de la clarté, de l'électricité. En principe, l'électricité ne devait être un luxe pour qu'un Camerounais. Chaque villageois, chaque citoyen, chaque famille, chaque entrepreneur devait pouvoir avoir la capacité d'accès à une énergie de qualité et à très bas coût. Pourquoi? Parce que le Cameroun, quand même, deuxième réserve énergétique, ou du moins hydraulique en Afrique. Parce que l'État du Cameroun injecte des milliards, des centaines de milliards chaque année pour l'électrification urbaine et rurale. Où part cet argent? Depuis aujourd'hui, plusieurs années, notamment avec la politique des grandes réalisations, impulsée en 2011 par le candidat Paul Biya, ce qui a été matérialisé par le DRCE, le document des stratégies pour la croissance et l'emploi. On nous avait dit que l'offre énergétique devait doubler, que le Cameroun devait produire assez d'énergie pour revendre aux pays voisins. L'année dernière, dans son discours à la nation, le 11 février, du moins le 10 février dernier, le président Paul Biya a essentiellement parlé de l'investissement dans l'énergie. Le ministre de l'eau et de l'énergie nous avait rassuré qu'avec Nord-Sud, nous n'allons plus avoir des délestages. Il avait soufflé devant les médias la fin des délestages au Cameroun. Il avait annoncé la mort des délestages au Cameroun. Mais aujourd'hui, avec son communiqué, j'aimerais juste lui demander où en est-on? Où en est-on? D'aller encore revoir, revisiter ces déclarations. Où en est-on? La réalité est que, même dans la capitale Yaoundé,
nous souffrons au quotidien des délestages. Vous estimez que le ministre a menti aux populations? Ben, attends. L'année dernière, il nous a dit qu'on n'aura plus de problèmes de coupure. Et cette année, on constate que les coupures perdues. Et que lui-même, il vient dire que on a des coupures parce que nous sommes en pleine saison sèche et que pendant cette saison, il y a étiage. J'aimerais m'interroger si le ministre ou alors ceux qui ont conçu, pensé, maturé ces projets ne savaient pas que la saison sèche existe au Cameroun. Ils ont également fait allusion à ces problèmes de maison de transport. Ah ben attends, ils ont dit dans le communiqué du... C'est l'étiage la cause. Et que cet étiage est la cause parce que on a conçu des barrages sans penser aux barrages de retenue d'eau. Vous ne pouvez pas construire un barrage hydro. Hydro veut dire eau, hein? Tout à fait. Hydro, ça dit on a besoin de l'eau pour faire tourner les turbines. Et vous savez qu'en saison sèche, on n'a pas assez d'eau. Mais vous ne construisez pas à côté un barrage ou bien un système de retenue d'eau. Ce n'est pas croyable. À quoi ont servi ces milliards? Ces projets ont-ils été vraiment pensés? Parce qu'ils se justifient avec cela. Quand nous sommes en saison sèche, il n'y a pas d'eau, mais on n'avait pas de barrages de retenue. Pourtant, même dans les années 60, lorsqu'on construisait les barrages dédiés à des Songloulou et même des Lapteaux dans le nord, on avait pensé à la capacité de retenue d'eau. Qu'est-ce que ces personnes, quelle est cette amateur? Pourquoi rien ne semble dans l'ensemble de ces domaines, Ibrahim? On parlait tout à l'heure de la sécurité. Vous avez fait un exposé particulier pour démontrer que ce système ou que je veux dire, hein, cet environnement a véritablement un problème. On vient également, dans le cas de l'électrification, vous exposer pour nous démontrer qu'il y a un problème. Certainement, si on vous pose aussi des questions relatives à l'écosystème sanitaire, vous allez nous démontrer qu'il y a un problème. Mais finalement, pourquoi rien ne marche dans ce pays, vous, en tant qu'acteur politique? Votre regard est assez aiguisé sur ces questions-là, Ibrahim. Pourquoi rien ne fonctionne? Vous savez, une voiture, ce n'est pas la carrosserie, c'est surtout le moteur. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que, quelles que soient les manières dont seront meublés le système actuel, on aura toujours le même résultat. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Dit-on. Le gouvernement actuel. Le gouvernement actuel est constitué de personnes qui ont certes apporté leur contribution énorme, qui ont même pour certains au service de la nation, de la construction de la République, mais qui aujourd'hui ne peuvent plus rien donner. Parce qu'ils ont fait leur temps et parce qu'ils ne sont plus en phase avec les aspirations contemporaines. Vous comprenez? Et donc, du coup, quelles que soient les formules qu'ils vont penser, ça ne va pas marcher. Lorsque vous avez un gouvernement gérontocrate, avec 0 jeune en son sein, vous attendez à quel résultat? Le président Paul Biya, à chaque fois... 0 jeune, on a les directeurs généraux qui sont relativement... Je parle du gouvernement. D'accord. Nous avons 0 jeunes. Le ministre de la Santé publique a plus de 50 ans. Il n'est pas jeune. La jeunesse, c'est moins de 35 ans. Il n'est pas jeune. Et on peut même extrapoler la jeunesse à 50 ans. Mais des personnes comme le ministre de la Santé, qui avoisine bientôt la soixantaine, comme le ministre même de la Jeunesse, qui avoisine bientôt la soixantaine, ne sont pas des jeunes. Ce n'est pas moi qui ai défini, c'est pas moi qui ai inventé la définition de la jeunesse. De la jeunesse au Cameroun. Donc c'est le ministère de la Jeunesse, 35 ans. Et cette population va jusqu'à 70% de notre population. Récemment, au Gabon voisin, on a nommé une jeune dame de 32 ans, ministre de l'eau, ministre de la pêche et des mers. C'est-à-dire qu'un ministère stratégique pour un pays comme le Gabon. Une jeune dame de 32 ans. Vous comprenez que là-bas, on fait la promotion de la femme et on fait la promotion de la jeunesse. Et dans plusieurs autres pays d'Afrique, nous avons des jeunes ministres de 26 ans. Le ministre de la Jeunesse, je pense, c'est au Botswana. Oui, je pense au Botswana, de ce côté de l'Afrique de l'Est, à 26 ans. Mais chez nous, même le ministre de la Jeunesse est un vieux. Tout le gouvernement est rempli et inondé des vieux. Et vous avez parlé de Manaouda qui est relativement jeune. Mais vous voyez comment ce monsieur, il est comment je vais dire, il est torturé dans le gouvernement. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le Covid-Gate, où on a voulu faire porter à l'enfant de Truy les choses qui ne le concernaient pas. Puisque par créer une task force à la présidence,
Étant donné qu'on devait gérer beaucoup de milliards, on a pensé que non, Manaouda est trop jeune pour gérer des milliards. Et en le faisant même, on aidait le gars. On aidait l'enfant du trou. Le riz Orca est arrivé, il a distribué le riz dans des régions. Chance qu'il avait les accusés de réception. Les gouverneurs, qui sont tous des retraités au Cameroun, tous nos gouverneurs sont retraités, hein, certains depuis 10 ans. Mais ils sont en service. Alors, ces vieux ont pris du riz et ils ont détourné le riz Orca. On n'a donné le riz à aucun citoyen camerounais. Pourtant, le ministre de la Jeunesse avait porté ces riz et redistribué dans les régions. Le ministre était obligé de sortir et dire que vous voulez me sacrifier. Je ne suis pour rien. Je vous ai envoyé du riz et voilà les décharges. Et il a présenté cela. Vous avez vu ces ministres-là. Parce que lorsqu'on parle d'alternance, on ne parle pas d'alternance exclusivement qu'il faudrait nommer le président du parti Action ou bien les militants du parti Action. Non. C'est que la vision non partisane et globale. Même au sein du RDPC, l'alternance peut se faire. Tout à fait. La preuve en est que dans le gouvernement, avec le ministre Manaouda, qui est relativement le plus jeune, vous l'avez vu par exemple pendant le Covid, il était là sur les réseaux sociaux, vous lui écrivez, il répondait. Parce que la jeunesse a ses coachs, la jeunesse a son langage, la jeunesse a ses outils de communication. Le ministre de l'enseignement supérieur, par exemple, ne peut pas faire ce que Manaouda fait. C'est-à-dire, moi je ne peux pas lui écrire aujourd'hui, il répond instantanément. Il répond instantanément lorsque quelqu'un a pris une position contre le président Biya, qui lui-même avait dit que ce n'est pas Dieu son créateur, mais c'est Paul Biya, le président Paul Biya, qui serait son créateur. Donc vous voyez que les gens sont au service des individus, ou non au service de la République. Pour les intérêts. Vous comprenez que Oui. même si le président Biya change 1000 gouvernements, on aura le même résultat. La preuve en est que chaque fois il change. Il envoie même certains en prison. Nous avons au moins 2 gouvernements en prison. Hein. Et je vous assure, pour ceux qui disent que les jeunes sont aussi des bandits autres, il n'y a aucun jeune en prison à Kondengui pour une affaire de détournement ou bien dans le cadre de l'opération Épervier. Ce sont des vieux. Alors, donc, quel que soit oui. le gouvernement qui adviendra, il y aura toujours les mêmes phénomènes, l'incompétence. Pourquoi ils sont incompétents? Parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils sont vieux, parce qu'ils ont tout donné, parce qu'ils ne comprennent plus les réalités contemporaines. Il faut rajeunir le système gouvernant de notre pays. Lorsqu'on fait cet état de lieu, et vous sortez justement en disant qu'il faut absolument rajeunir le gouvernement, l'état des lieux étant fait, Ibrahim Miché, ils sont très nombreux les candidats qui se sont jetés dans la course pour le fauteuil présidentiel. On va pas peut-être citer quelques figures ici, sauf si vous allez le faire dans vos arguments. Mais la question finalement pour les populations, ou que les populations se posent, est celle de savoir en qui est-ce qu'on peut faire confiance. Ils sont très nombreux qui font des véritables promesses, mais comment faire pour savoir que celui-ci est assez crédible? On les voit battre déjà campagne, Ibrahim Miché. Vous qui avez un regard plutôt aiguisé, il faut dire que vous n'êtes pas certainement dans cette course présidentielle pour cette année, mais pour les législatives municipales et bien d'autres encore certainement. Comment vous faites, vous, pour orienter ces populations qui veulent à tout prix faire un choix, mais alors choisir le bon candidat? Il faut déjà dire que nous ne sommes pas des divins, encore moins des prophètes, pour pouvoir juger des gens pas encore permis qu'ils se réalisent, qu'ils démontrent leurs compétences. Les gens vont venir vous proposer des projets, c'est-à-dire vous doigtez la lune et vous allez vous limiter à regarder le doigt en disant non, sa veste n'est pas jolie, il vient de telle région, il n'a jamais fait ceci. Lui là, on disait qu'à l'université, il était comme ça. Ce sont des incongruités. Il faut donner la possibilité aux jeunes de s'exprimer. Certains disent que la jeunesse n'est pas un programme politique. La vieillesse non plus n'est pas un programme politique. Si c'est l'expérience absolument qui était la clé de la réussite, de la gestion d'un pays, je pense que notre Cameroun devait être le plus grand pays au monde. Parce qu'on a les plus anciens dirigeants du monde. Parce qu'on a un gouvernement où certains ont 20 ans en place, notamment le Minrezi, le Mincommerce, le Mininsup, ils sont là depuis 20 ans, à une même fonction. Au même endroit. Quel résultat ils produisent? Le résultat de ces vieux-là, puisque la jeunesse n'est pas...
Nous sommes jeunes, nous sommes inexpérimentés. Qu'est-ce que les vieux ont donc produit? Regardez donc le résultat des vieux. Ahidjo a conçu ce pays quand il avait 32 ans. Quel est donc le résultat des vieux? Sinon le vol. La preuve, ils sont tous à Kondengui, mais il n'y a aucun jeune à Kondengui. Ceux qui disent qu'il faut l'expérience, j'aimerais qu'on me montre l'école où, lorsqu'on sort diplômé, l'école où on forme les présidents. L'école de l'expérience pour être député, pour être maire, pour être président de la République. Cette école n'existe pas. Et c'est même un paradoxe, c'est même une incohérence de le dire. Et en même temps de dire qu'il faut que le président Biya parte. Si on pense que pour mieux diriger, il faut l'expérience, ça veut dire que le président Paul Biya est le seul Camerounais à l'heure actuelle qui a l'expérience de la gestion du pays. Aucun autre Camerounais n'a géré le pays, n'a été président de la République. Donc nous sommes tous dans le même bateau. Sauf que l'atout de la jeunesse, c'est que la jeunesse a la vigueur, la fraîcheur, le sang neuf. Le jeune peut faire le tour du Cameroun chaque semaine. Des conseils des ministres, des conseils ministériels chaque semaine. Le président Paul Biya en a organisé un seul en 2019. Vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà. Il n'est pas. Pourquoi? Peut-être parce que sur le plan physique, il ne peut plus. La preuve en est que par le passé, il organisait les conseils tous les jours. Revenons à notre question, Ibrahim. Alors, oui. L'orientation justement à donner aux populations camerounaises, le choix, véritable choix. C'est le choix du changement. Vous avez un prélat qui a dit de l'autre côté du maillot d'Anaï, précisément à Yagua, oui, que même le diable était mieux que ceux qui sont là aujourd'hui. Mais c'est une parabole qui veut tout dire. Ça veut dire qu'il faut voter pour le changement, chers Camerounais, tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Votez pour le changement. Votez n'importe qui, si vous voulez. Ah bon? Mais votez le changement. Votez pour l'alternance générationnelle. Qui pour l'heure? Parce que quel que soit le jeune qui viendra, oui, il fera mieux que le système actuel. Il fera mieux que le Paul Biya d'aujourd'hui. Parce que le président Biya de l'époque, c'était un grand manager. Hein. C'était un bosseur. Tout le monde lui reconnaît cela. Tout à fait. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le même président de la République. De l'ex-secrétaire général. Quel que soit le jeune, même un garçon de 17 ans, même un garçon de 18 ans, parce qu'en France, l'article 127 du Code électoral français permet aux jeunes de 18 ans d'être candidats à la présidentielle. Donc, même un garçon de 18 ans peut mieux faire que ces gens-là. Donc, il faut voter pour l'alternance. Voilà la première orientation que je donne. Deuxièmement, il faut voter pour l'alternance générationnelle. Pourquoi? Parce que nous n'allons pas remplacer la fenêtre par la porte en disant qu'on veut combler le trou. C'est mentir. Si M. Biya aujourd'hui a des difficultés, c'est parce qu'il est vieux. C'est un fait. On ne va pas enlever M. Biya pour le remplacer par un vieux. Au Sénégal, par exemple, la Constitution et le Code électoral fixent la limite de l'âge de prétention de candidature à 70 ans. 70 ans, c'est ça. Quand vous avez 70 ans au Sénégal, vous ne pouvez plus être candidat. Et c'est normal. Parce que ce n'est pas Ibrahim Miché qui invente le système des retraites. Au Cameroun, lorsque vous avez 65 ans, professeur d'université, vous avez encore beaucoup à donner, mais on vous dit non. Vous partez en retraite. Vous allez laisser la possibilité à d'autres personnes de s'exprimer. Mais pourquoi au Cameroun, des personnes qui ont 70 ans, 80 ans, 90 ans veulent continuer à gérer le pays? Donc, il faut voter pour l'alternance générationnelle. Pourquoi? Parce que le Cameroun est un pays constitué essentiellement de jeunes. Si on amène la jeunesse, on extrapole la jeunesse jusqu'à 70 ans, vous allez donc vous rendre compte que nous aurons affaire à 90% de notre population. Parce que les gens de plus de 60 ans ne représentent que 6% de la population camerounaise. Ces chiffres sont du ministère de la Santé publique. Oui. Donc, du coup, vous comprenez que si on vote un jeune, il n'aura pas besoin qu'on le sensibilise sur les problèmes de la jeunesse. Il va connaître les problèmes de la jeunesse. Parce qu'il les a vécus. Parce qu'il les a vécus. Parce qu'il les vit. Parce que c'est son quotidien, en fait. Moi, par exemple, on ne doit pas venir me dire de quoi les jeunes souffrent. Moi, je connais la souffrance que nous avons vécue lorsque nous étions à l'université, où vous avez un bloc 200 et vous êtes 1000. Par exemple. Je connais la qualité des cours que nous avons reçus. Je connais comment mes camarades... Même dans quelles conditions? Dans quelles conditions on a eu les conditions de vie et de travail à l'université. La qualité même du programme. L'inadéquation, le pont entre le diplôme, la formation et l'emploi sur le terrain. Moi, je connais ça. Je connais que tous mes camarades, pour la plupart, 98% de mes camarades sont rentrés au village, faire du champ, d'autres vendent des chaussures ici. D'autres sont devenus des transporteurs. D'autres sont devenus des benséquineurs. Oui. D'autres sont repartis après un master, recommencer la formation d'IDE, etc., etc. Je connais ça.
On n'a pas besoin de m'expliquer. J'ai vécu cela. Je connais le niveau de chômage en milieu jeune. Je connais les difficultés des jeunes entrepreneurs. Parce que moi, je suis un jeune entrepreneur. Je connais les tracasseries administratives. Je connais la pression fiscale que nous vivons au quotidien. Donc, il faudrait que le prochain président de la République puisse être un jeune parce qu'il va mieux comprendre les problèmes des jeunes. Et c'est celui qui comprend les problèmes qui peut apporter des solutions à ces problèmes. Vous semblez déjà là écarter quelques candidats dans votre discours circonstanciel, Ibrahim Miché. Il faut absolument un candidat jeune. Vous excluez des personnes comme Maître Akeremouna, le bâtonnier, qui a déjà déclaré sa candidature. On connaît par quel canal il se présentera comme candidat. Est-ce que vous ne semblez pas là nous faire croire que vous lisez dans la boule de cristal? Vous écartez Maître Akeremouna, pourtant un projet de société aussi peut-être apprécié par certains. Maître Akeremouna, c'est un père pour moi. C'est un monsieur que je connais particulièrement bien. J'ai été coordonnateur de son mouvement de manière très liée pendant au moins 5 ans. J'ai même d'ailleurs beaucoup appris de lui. Mon problème, ou alors mon combat n'est pas celui des individus ou des personnes. Je ne suis pas ici pour dire que comme Akeremouna, c'est mon papa, et même s'il a 73 ans, et que on sait pertinemment que les personnes sont d'une autre école et qu'ils ne peuvent pas comprendre les problèmes de la jeunesse, je vais venir dire voter le bâtonnier Akeremouna parce qu'il est mon père, c'est mon parent, pour ceux qui ne le savent pas. Le Cameroun est au-dessus des intérêts égoïstes. Il faut qu'on arrête à un moment de dire que si tel est de mon village, je dois absolument le soutenir. Si tel est mon papa, je dois absolument le soutenir. Vous lui demandez de ne pas se présenter. J'ai demandé au bâtonnier Akeremouna, officieusement et même officiellement, de ne pas se présenter. Bon, vous avez vu mes récentes sorties. Je lui ai dit qu'il était un grand homme. À un moment donné, il pouvait encore, il y a cela 7 ans, il y a de cela 10 ans. Il serait difficile pour lui de s'en sortir. Pourquoi? Et je lui ai même d'ailleurs dit... Le poids de l'âge ou alors parce que vous ne croyez pas? Non, mais c'est le poids de l'âge. Monsieur Camerounais les plus compétents. Mais le poids de l'âge fait que il serait difficile pour toute personne de sa génération de pouvoir gérer ce pays, participer, organiser des conseils ministériels tous les jours, faire le tour du contrôler les chantiers, suivre ses vies, etc., etc. Il faut de la jeunesse. Et partout, dans les pays en construction, il a toujours fallu des jeunes pour pouvoir porter le développement. Il semble pourtant mieux comprendre. Au Cameroun. Il semble pourtant mieux comprendre justement ces qualificatifs, la corruption. Non, mais il le comprend très bien. Il n'y a aucun doute. Écoutez, hein, dans la vie. Ça veut dire qu'il peut apporter un grand plus. Non, écoutez, on ne peut pas toujours apporter en tant que décideur. Le Cameroun a besoin de décideurs qui sont jeunes. Mais les maîtres Akeremouna et autres peuvent être de très grands conseillers. Le conseiller n'est pas le décideur. Dans le les jeunes ont toujours été des décideurs, mais les vieux ont toujours été des conseillers. Parce qu'ils ont une expérience qu'ils partagent avec la jeunesse. Maître Akeremouna et les autres pouvaient être des très bons conseillers pour des jeunes, des mentors, des personnes qui encadrent des jeunes, des personnes qui valorisent la jeunesse, des personnes qui supportent l'alternance générationnelle. Parce qu'à un moment donné, les jeunes ont soutenu ces personnes. Moi, j'ai tout abandonné pour soutenir ces personnes. Il est temps que ces mêmes personnes puissent soutenir les jeunes. Mais curieusement, dans notre pays, vous allez soutenir les vieux. Lorsque vous allez dire aux vieux de vous soutenir, ça sera la guerre. Est-ce que les jeunes doivent à tout moment et pendant toute leur vie uniquement soutenir les vieux? Est-ce que les jeunes n'ont pas aussi besoin que les vieux les soutiennent? Est-ce que les vieux pensent qu'à un moment donné, le jeune ne peut pas aussi s'accomplir? Au regard de ce que vous dites là, Ibrahim Miché, vous semblez déjà avoir la caricature de l'homme qu'il faut pour un Cameroun meilleur. Si on vous posait la question à Mondo Vision, finalement, quel est le candidat qui peut tenir le Cameroun, vous pensez, comme vous le souhaitez, pour 2025? Je n'ai pas la caricature de l'homme qu'il faut. Mais j'ai la caricature comment je vais dire, pas de l'individu, oui, mais du type de leadership dont nous avons besoin. Le type de leadership dont on a besoin. Moi, j'ai tout décrit. Parce que quand vous me posez cette question, je ne sais même pas les jeunes qui vont être candidats. Aucun jeune n'a encore déclaré sa candidature. Je ne saurais donc indexer un jeune. Mais ce que je peux dire avec conviction et avec assurance, c'est que le parti Action travaille à soutenir avec énergie un jeune à la prochaine présidentielle.
Et que dans le cadre de la plateforme Je m'engage pour l'alternance générationnelle, que nous allons lancer dans quelques jours, vous l'avez nous allons annoncé. soutenir, nous allons promouvoir l'engagement citoyen et politique de la jeunesse camerounaise. Nous allons aussi soutenir les investitures des candidats jeunes. Nous allons promouvoir cela au sein des partis politiques. DPC. Nous leur demandons d'investir des candidats jeunes, de respecter, de prendre en compte les démographiques de notre pays. Et à tous les partis d'opposition, nous leur disons que dans la stratégie de conquête du pouvoir, il faut être réaliste. Il faut prendre en compte le critère démographique. Il faut se rendre à l'épreuve qu'en réalité, le Cameroun, c'est 80%, 90% des gens de moins de 50 ans. Ceux qui vous regardent vont vous poser, ceux qui vous regardent vont vous poser la question, mais il parle, on ne l'entend pas dans ces mouvements de coalition et bien d'autres choses encore. Pourquoi il le dit étant en retrait? Pourquoi vous n'épousez pas la vision politique de ces partis politiques qui se sont mis ensemble pour le changement du Cameroun? Le parti Action n'y figure pas. Ah ben bien sûr, parce que ces personnes m'ont approché. Vous les avez rejetés? J'ai rejeté systématiquement ces personnes parce que lors de nos échanges, vous comprenez qu'en fait, cette personne veut continuer à exploiter notre jeunesse. C'est-à-dire que nous, comme des sujets et non des acteurs, nous devons venir porter la candidature d'un vieux. Pour rien au monde, le parti Action ne va encore soutenir une vieille. Nous sommes pour l'alternance générationnelle. Et je leur dis toujours, je n'ai pas besoin d'être dans vos affaires-là. Si au final vous investissez un candidat jeune, je vais vous rejoindre. Le parti Action va vous rejoindre. Ils ne vous ont pas donné d'assurance. Ils n'ont donné pour l'investiture d'un candidat jeune. Aucune assurance, parce qu'ils disent toujours que la jeunesse n'est pas un programme politique. Et c'est honteux de le dire. Pourquoi? Parce que c'est pas comme si Ibrahim Ndjiché n'a pas un programme politique. C'est pas comme si les autres candidats jeunes, les Cabral Libi et autres, n'ont pas de programme politique. Ils pensent que le programme politique, c'est un miracle. Nous sommes Camerounais. Nous sommes même mieux, nous sommes prédisposés pour mieux rédiger des programmes politiques contextuels que ces personnes, parce qu'ils sont en déphasage avec les réalités. Pourquoi? À leur époque, on allait à l'école gratuitement. On était 6-7 dans une salle de classe. On était tout le monde, les blancs, on était aux petits soins, il y avait des internats, on avait des bourses. On partait étudier. Lorsqu'on revenait, on ne chômait pas une seule journée. On avait déjà du travail. Le transport pour aller à l'école était à la portée de tous. Bien sûr, on mangeait même à l'école. On lavait les habits des personnes dans les cités U. On recrutait des gens qui lavaient les habits des étudiants. On préparait pour les étudiants. On soignait les étudiants. Chaque fin du mois, on donnait de l'argent aux étudiants. Vous pensez que les gens qui ont vécu cette réalité peuvent comprendre ce que nous on a vécu? Ils ne pourront jamais comprendre. Vous pensez qu'entre une personne qu'on sensibilise sur les problèmes de la jeunesse et un jeune qui connaît, qui a vécu les problèmes de la jeunesse, qui peut être en mieux d'apporter des solutions, de compatir à la cause jeune? Donc il est important pour les partis politiques d'investir des candidats jeunes, même dans le RDPC. Si le RDPC veut continuer à gérer le pouvoir, veut conserver le pouvoir, le RDPC n'a pas de choix. Il doit investir un candidat jeune à la présidentielle, même au niveau des communes. Si le RDPC désormais n'investit pas des jeunes, le RDPC sera surpris parce que le parti politique du pouvoir qui va s'entêter à continuer avec la gérontocratie, à imposer des vieux candidats pour que ces candidats soient votés par des jeunes, ces partis vont trouver de l'échec sur leur chemin parce que c'est désormais terminé. Les jeunes ont pris conscience des enjeux, de leur intérêt, du fait que qui décide sans nous décide contre nous et du fait que aujourd'hui nous aussi on peut être député, nous aussi on peut être maire, on peut être conseiller, on peut être président de la République. Les jeunes ont compris ça. Avant c'était un mythe, mais depuis que les Cabral Libi sont en politique, depuis qu'Ibrahim Ndjiché à 23 ans a créé un parti politique, il n'est pas mort. Parce qu'on nous faisait croire à l'époque que moi je suis étudiant, hein, on nous faisait croire à l'époque. Étudiant-chercheur, bien évidemment. Étudiant-chercheur, bien évidemment. On nous faisait croire à l'époque que voilà, si vous êtes jeune, vous entrez en politique, on va vous tuer. Il faut entrer dans la magie pour faire la politique. Il faut trop d'argent pour faire la politique. Moi, j'ai démystifié cela en créant un parti politique à 23 ans. Et je continue d'être en vie. Et je ne suis pas misérable, je ne suis pas mendiant. Parce que parfois, certains jeunes disent, voilà, si vous commencez la politique dans l'opposition, on va vous bloquer toutes les voies, vous n'allez plus réussir au concours, Moi, Ibrahim, je ne ressemble pas à une affamé.
et je n'ai pas faim. Mais je ne travaille pas pour le système. Tout à fait. Et je ne soutiens pas ce système. Vous êtes Je suis un opposant déclaré, Oui. convaincu et rassuré. Donc, les jeunes ont compris que c'était des mythes. On nous a fait croire à l'époque que les écoliers, les universitaires devaient se contenter de l'école et qu'on devait laisser la politique aux politiciens. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que je suis un étudiant-chercheur, mais je suis en politique. Je suis un leader politique. Ailleurs, le jeu politique se fait dans des collèges, dans des universités. Les conventions se signent dans des universités. Mais chez nous, on va vous faire croire que non. Les étudiants n'ont que pour rôle d'aller peut-être voter. Ou alors, d'ailleurs même, que l'âge du vote même ne permet pas à beaucoup d'étudiants de pouvoir voter. On va en parler tout à l'heure. On va en parler. On nous a fait croire que les étudiants devaient seulement voter. Et que comme ils ont faim, on a conçu un système pour paupériser les étudiants. Ceux qui ont eu la chance de bénéficier des bourses, aujourd'hui ont supprimé cela. Il faut payer l'école et on n'a plus de bourses. Alors, les étudiants ont faim. Nos jeunes camarades sont obligés de se prostituer contre leur gré. Et d'autres jeunes sont là en dépravation. Et lorsque le président de la République va arriver à Yaoundé ou bien à Garoua ou je ne sais à Kumba, on va donc mobiliser les jeunes, notamment les étudiants, à qui on va donner 2 000 francs. Voilà leur participation au jeu politique. Ce n'est pas une insulte, ça. On va parler des stratégies justement pensées par le système en place, hein, et ça fait partie, je pense justement, de ces stratégies, la distribution même de quelques sacs ou grains de riz, on en a vécu il y a quelques temps seulement. Mais parlons d'un fait, Ibrahim Miché. Il y a que depuis quelques jours, nous voyons un homme très connu, président d'une très grande fédération dans notre pays, fait le tour du Cameroun. Il a été il y a quelques jours seulement intronisé, je ne vais pas parler de chefs, on les appelle des faux dans la région du Nord-Ouest, et certains acteurs politiques, peut-être pas vous, vous allez nous donner votre position tout à l'heure, estiment que c'est aussi relativement le parcours de l'actuel chef de l'État. On a intronisé Nomdi, il a fait le tour du Cameroun, et puis subitement le voilà aux affaires. Est-ce que vous croyez que c'est le parcours ou le chemin que Samuel Eto'o est en train de suivre? Il est en route pour la présidence? Je n'en sais rien et comme tout à l'heure... Quelle est la lecture que vous faites tout à l'heure, je de disais ces clichés? qu'il serait difficile pour nous de lire dans les boules de cristal. De cristal. Oui. Par contre, Samuel Eto'o fils est un patrimoine national parce qu'il a porté haut notre verre aux gens. Oui. Parce qu'il a fait briller le nom et l'image de notre pays à l'international. À ceux qui dirigent, qui, par la corruption, ont fait classer le Cameroun à 2 reprises par Transparency International comme le pays le plus corrompu au monde. Lui, il a fait briller le Cameroun de manière positive. S'il a les prétentions présidentielles, c'est de son droit. Vous êtes prêt à le soutenir si jamais? Il est un jeune. Moi, j'ai dit le premier critère, il faut être jeune. Deuxièmement, ce n'est pas parce que vous êtes jeune qu'on doit absolument vous soutenir. Vous devez être un jeune cohérent. Vous devez être un jeune qui a des projets, qui a un programme, un jeune qui incarne la crédibilité. Si jamais il va, est-ce que le parti Action... Il faut déjà qu'on dise qu'il est dans son droit, même s'il veut être président de la République. Tout il à est fait. Camerounais, il a 35 ans. Tout à fait. Il jouit la de ses Constitution droits. le lui permet. Maintenant, est-ce qu'il jouit de tous ses droits civiques pour le faire? Je n'en sais rien. J'ai entendu dire qu'il a été condamné J'ai entendu dire qu'il a de la double nationalité. J'ai entendu dire qu'il a été condamné à la CAF. Je n'en sais rien. Mais s'il remplit les critères, tant mieux. Il peut être candidat. Il est jeune et les Camerounais l'aiment bien. C'est même peut-être l'un des Camerounais les plus populaires. Donc, il peut être président de la République. Si jamais Nous avons vu Georges Weah qui a été footballeur, comme Samuel Eto'o qui a été président de la République. Tout à fait, on le voit d'ailleurs, hein, jouir de sa... Je souhaite cela à Paul Biya. Il est vraiment à l'aise. Il y a une vie après le pouvoir. Alors, Ibrahim Miché, pour répondre à la question de manière péremptoire, si jamais Samuel Eto'o allait tout droit vers la présidence, est-ce que le parti Action devrait le soutenir? En fait, je ne vois même pas Samuel Eto'o sur la route de la présidence. Puisque au quotidien, il vous dit qu'il faut voter Paul Biya. Oui. Au quotidien, il vous dit qu'il continue de donner son soutien à Paul Biya. Comment on me demandait de le voter quand lui-même, il n'a pas encore déclaré sa candidature? Il faut d'abord qu'il déclare sa candidature. D'accord. D'un des deux. Il faut que Samuel Eto'o comprenne qu'il est une nation et qu'il est soutenu par les jeunes Camerounais. Et qu'à un moment donné, il doit cesser de penser à ses intérêts égoïstes. Parce qu'il dit que voter Paul Biya parce que... Il ne dit pas que voter Paul Biya parce que Paul Biya vous a tout donné. Ok? Si Samuel Eto'o, à un moment donné, se penche du côté du peuple, pourquoi on ne va pas le soutenir?
Il faut qu'à un moment donné, puisse dire qu'il n'y a pas d'eau à Yaoundé, comme les Lady Pons, les petits pays, les Malors, les autres artistes, les autres célébrités le font. On a même vu Charlotte Dipanda qui ne vit presque pas au Cameroun, qui est une femme qui a tous ses moyens, qui est à l'aise, mais qui prend cause et effet pour la population camerounaise, en décriant les injustices que nous vivons au Cameroun. Quand Samuel Eto'o s'est placé pour dire que vraiment, il faudrait que le système puisse travailler pour que les jeunes puissent avoir de l'emploi. Qu'il faudrait que le système puisse travailler pour améliorer les conditions de travail et d'études dans les universités. Qu'il faudrait que le système puisse construire des routes, puisse permettre que les gens puissent accoucher à l'hôpital sans débourser 5 francs, puisse permettre que les jeunes puissent avoir des actes de naissance, puisse permettre que... en fait, on a des tas de problèmes. Quand est-ce qu'il a pris cause et effet tâche pour dire que, voilà, c'est vrai, moi j'ai un groupe automatique chez moi, je ne connais pas les problèmes de délestage, mais je pense qu'à un moment donné, il faut permettre aux Camerounais de pouvoir bénéficier de ce droit élémentaire qui est celui, le droit à l'éclairage. Mais s'il le fait, je pense que les gens vont le soutenir, je pense que nous, on va le soutenir. Mais s'il est dans sa logique où Paul Biya, Ayop, Paul Biya est le meilleur au monde, sans Paul Biya, le Cameroun n'est rien, il faut voter Paul Biya, papa, Chantal Biya, maman, vraiment, je suis de tout. Ça, la politique d'Atalakou, la politique d'acclamation, voilà, ça ne marche pas. Et nous, on ne soutient pas ça. On ne soutient pas ça, on ne se vend pas. Donc, je pense que j'ai répondu à votre question. Il est jeune, il est aimé des Camerounais, il a valorisé notre pays. Vous êtes d'ailleurs assez mais clair. s'il ne se penche pas du côté de la population... Vous n'êtes rien avec lui, comme on dit Exactement. au quartier. Alors, Ibrahim Miché, il y a également cette dénonciation faite par le Social Democratic Front. Essayez de nous expliquer comment vous percevez cette affaire dans la région du Sud, le système administratif qui est assez précaire, le SDF de ce côté, clairement que les sous-préfectures préfèrent se doter des véhicules à hauteur de plusieurs millions de francs CFA. Les calculs faits ont conduit justement à 800 millions de francs CFA. Mais il y a manque d'imprimantes dans ces sous-préfectures. Il y a manque d'ordinateurs pour saisir les documents administratifs. Est-ce que vous, au sein du parti Action, vous avez dans le cadre de vos activités été confronté à ce genre de réalité au sein des administrations camerounaises? Oh, mais franchement, vous posez là une thématique qui, franchement, déshonore notre pays, notamment notre administration. Vous savez, l'habit ne fait pas le moine. En effet. Mais c'est grâce à l'habit qu'on identifie le moine. Allez à la sous-préfecture de Loncac, Yaoundé premier, en plein cœur de la ville. Vous du sous-préfet, à une ancienne cellule coloniale. Allez à Tinga, vous voyez la sous-préfecture là-bas. C'est comme un ancien champ de patates, abandonné, parce que les champs... Le sous-préfet n'y va presque pas, parce que c'est de la poubelle. Vous pensez qu'un sous-préfet est fier d'être dans une poubelle? Il n'y va presque pas. Il faut avoir son programme pour l'avoir là-bas. Vous entrez là-bas, vous voyez dans quelles conditions les gens travaillent. Vous avez de la peine pour ces mamans. C'est pareil, moi j'ai vu la sous-préfecture de Mandiop et d'Nkoteng. C'est franchement, c'est la poubelle. Et c'est pareil partout. Là, nous sommes dans le centre. Nous sommes dans la capitale, parlant de Tinga et de Loncac. Vous arrivez dans une sous-préfecture, zéro imprimante, zéro photocopieuse. Vous devez sortir faire une copie. Le service public, en réalité, c'est le cœur de la gestion d'un pays. Parce que les gens pour jouir de ces services. Le service public va de la qualité du personnel qui travaille dans les administrations et de leurs compétences. Lorsque vous prenez même la qualité des personnes, le système de recrutement dans notre pays n'est pas objectif. On recrute parfois des personnes incompétentes, sans même avoir fait une étude préalable de moralité pour savoir si ces personnes sont aptes à servir. Vous arrivez, vous allez voir une dame là, vous venez pour un service, elle vous accueille d'une manière sauvage et scandaleuse. Elle fait comme si vous venez quémander quelque chose chez elle. Pourtant, vous êtes un usager et vous venez pour un service public. Et elle est là pour ça, elle est payée pour ça. Donc la qualité des personnes qui travaillent dans nos services publics. Et aussi la quantité même de ces personnes. Parfois, ce n'est pas de la faute de ces personnes-là. Vous allez voir un seul individu pour satisfaire toute une commune. Vous partez dans les services publics, il n'y a pas un service d'accueil et de réception.
vous commencez à vous renseigner comme ça par vous-même. Parfois même des gens ne vous répondent pas, ils vous prennent pour des fous ou bien pour des gens qui veulent les racketter. Parce que même au sein de l'administration, vous allez voir, donc vous finissez, vous arrivez, vous entrez. Vous voyez maman, il n'y a pas de la chaise pour vous asseoir. Même quand il y a de la chaise, on ne vous propose pas de vous asseoir. Vous voyez une femme qui est là, qui est peut-être la seule dans sa famille à travailler. C'est pour dire finalement... Qui reçoit un salaire de 140 000 et qui a les pressions de tout le village et de toute la famille. Qui a des problèmes, qui est fâché. Quand vous arrivez, elle verse cette colère sur vous. Il faut les comprendre. Elle est submergée par le travail. Parfois, elle préfère jouer au solitaire ou bien au Zuma que de vous servir. Vous voyez même le cadre dans lequel elle travaille. C'est pas bon. Et là, nous sommes dans l'administration. Le service public ne se limite pas à cela. L'hôpital, c'est un service public. En effet. Dans les pays qui se respectent, on ne peut pas laisser quelqu'un mourir parce qu'il n'a pas les moyens. On ne peut pas embrigader une femme qui a accouché dans des conditions précaires parce qu'elle n'a pas de l'argent. Puisque nous avons besoin de la ressource humaine pour la relève demain. On accouche ailleurs. Cette famille, non seulement vous accouchez gratuitement, mais il y a des allocations. Parce que vous avez accouché, parce que vous allez contribuer à pérenniser le Cameroun et la ressource humaine nationale. D'autres pays ont des politiques même d'immigration parce qu'ils n'ont pas de population pour le renouvellement. Pourquoi chez nous, quand les gens accouchent, on les maltraite? Pourquoi il faut payer pour accoucher au Cameroun? Pourquoi il faut payer pour se soigner au Cameroun? On peut comprendre que vous payez pour les médicaments, mais vous ne pouvez pas payer pour les diagnostics et autres. Ce n'est pas normal. Pour les consultations. Pour les consultations. C'est ça, c'est aussi ça le service public. Le service public, c'est sécuriser les populations. Je vous assure qu'après l'émission, je ne peux pas m'hasarder à marcher pour prendre de l'air là pour respirer. Parce qu'on va m'agresser. Les gens sont dans une insécurité totale. Il y a des quartiers où on ne pouvait pas aller rendre visite aux gens à partir de 18h. Des quartiers où on ne pouvait pas sortir à partir de 20h. En plein cœur de Yaoundé. Imaginez donc ailleurs. Le service public, c'est aussi l'éducation. La gratuité de l'école. L'école au Cameroun est imposée aux enfants de moins de 14 ans. Et au premier secondaire. Ce sont des faits que vous... Quelques jours seulement, et tout comme chaque année d'ailleurs, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, piloté par Grégoire Wona, certainement que vous connaissez, a tenu des conférences sectorielles pour éduquer sur l'éthique professionnelle et même la déontologie administrative. Quand ce genre de regroupement justement ont lieu dans notre pays et que l'on ne ressente pas l'impact direct sur le quotidien des Camerounais, comment doit-on ranger ces expériences-là? C'est finalement de la gesticulation administrative. Comment ils font finalement, Ibrahim Iché, pour tenir de tels sectoriels et que du jour au lendemain, on revienne encore pour parler des mêmes problèmes, des mêmes histoires finalement? C'est de l'enfumage politique, c'est tout. Et pourquoi ils le font en 2025 à l'année électorale? Ils étaient où 7 ans avant? C'est toute la question. Donc c'est de l'enfumage, c'est la campagne politique qui est lancée. Le même Grégoire Wona avait dit à Mondo Vision que avec 35 000 francs, on peut vivre au Cameroun. Vous savez, ailleurs, c'est fixé en fonction de la qualité de vie que chaque citoyen, chaque salarié peut se permettre. Ça permet que les gens travaillent par vocation. Ça dit qu'ailleurs, vous allez voir un coordonné qui le fait par vocation. Vous allez voir quelqu'un qui travaille comme servant dans un restaurant par vocation. Et ces métiers comme coiffeur ou autre, et ces métiers doivent exister. Ils fonctionnent. Aujourd'hui, je me suis coiffé. Si le coiffeur n'est pas là, je ne m'en sors pas. Tout à fait. Donc, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde et il faudrait permettre que chacun dans son métier puisse vivre décemment. Lorsque le SMIC était à 35 000, le ministre avait dit que c'était même beaucoup. Aujourd'hui, c'est à 40 000. Est-ce qu'avec 40 000, on peut se loger à Yaoundé décemment? Est-ce qu'on peut se nourrir? Est-ce qu'on peut se déplacer? Non. Ailleurs, quand on fixe le SMIC, quel que soit le métier que vous faites, même si vous balayez la rue, avec votre salaire, vous pouvez vous loger, vous pouvez acheter un véhicule, vous pouvez envoyer les enfants à l'école, vous pouvez vous soigner, vous pouvez permettre aux enfants de se divertir. C'est en fonction de ça qu'on fixe le SMIC. Le SMIC de 41 000 au Cameroun, ça peut louer un moderne à Yaoundé ou bien un studio? Non. Donc, c'est tout ça le problème. C'est de l'enfumage. Je vous ai dit que le service public, puisqu'on parle de cela, même l'éducation doit être gratuite. Eux, ils ont fréquenté gratuitement. Pourquoi aujourd'hui, on doit payer pour aller à l'école? On va dire qu'on n'a pas de l'argent. Mais on a de l'argent, les milliards pour construire les stades. On a des milliards à chaque fois que les 18 de tel, les U20 de tel, les U on a de l'argent pour le divertissement.
pour le football, mais on n'a pas de l'argent à investir dans l'école pour payer les des premiers autres des enseignants. Moi, Ibrahim Miché, président de la République, je ferai des enseignants des maîtres. Les gars auront le plus costaud des salaires. Parce que vous soyez médecin, procureur, avocat ou je ne sais quoi, vous avez été enseigné. Donc les enseignants sont au cœur. L'éducation doit être au cœur de la politique nationale en termes d'investissement, en termes d'encadrement même des acteurs, notamment des enseignants. Vous pensez que les enseignants par vocation n'ont pas un besoin de s'accomplir, de s'acheter une voiture, de construire une maison, de vivre décemment? Ces enseignants, justement, du primaire ont entamé une grève il y a quelques jours seulement parce qu'ils revendiquent un certain nombre de choses. Malheureusement, des revendications qui n'ont qu'une seule réponse, c'est le silence gouvernemental. Ibrahim Miché, certainement, vous y avez pensé aussi. Le SMIC normal pour un Camerounais, il doit être mis à combien, selon vous? Un Camerounais ne peut pas vivre avec moins de 150 000 francs par mois. Le SMIC au Cameroun doit être fixé minimum à 150 000 francs. Puisqu'on ne fixe pas le SMIC pour faire plaisir ou bien pour fixer, c'est pour permettre à ceux qui touchent le SMIC de pouvoir vivre. Avec moins de 150 000, on ne peut pas vivre au Cameroun. Ça veut dire que finalement, on résiste, puisque nous sommes en deçà de 50 000 francs CFA. On vivote, on survit. Nous sommes des morts vivants. Un salarié de 41 000 a un enfant qui est atteint d'une tumeur et qu'il faut opérer cet enfant à 300 000. Comment il va faire? Il va falloir qu'il puisse venir dans les médias, dans des espaces sociaux de H3 pour pouvoir commencer à mendier. Est-ce que c'est bien de mendier? Est-ce que ça honore? 80 000 francs. Il a un cancer. Il pourra se soigner? Il pourra payer les séances de chimio? L'esprit est faible parce que le pouvoir d'achat, le pouvoir économique est aussi faible. Les gens meurent au Cameroun, pas parce que les Camerounais sont faibles, nous sommes un peuple robuste, mais les gens meurent parce qu'ils se nourrissent mal, parce qu'ils ne parviennent pas à se soigner. Vous allez voir un monsieur qui est malade, mais il n'a pas 5 000 francs pour aller se faire diagnostiquer ou bien 15 000 francs pour aller en pharmacie acheter des médocs. Il va tourner là, voir le Maguida qui est le plus proche et lui donner 200 francs. Le gars qui n'est même pas médecin, qui n'a rien à voir avec le corps de santé, va composer quelques pareils autres lui donner. Et le gars va aller avaler. Il ne sait même pas si ce dont on lui a donné... Si le dosage est proportionnel, certainement. Si ce qu'il prend même, c'est pour la maladie qu'il a. Donc c'est tout ça, ce que les gens vivent au Cameroun. Donc suivi au Cameroun. Lorsque vous lisez la Bible et que vous voyez la description de l'Apocalypse, lorsque vous voyez aussi comment on vit, vous pensez qu'on décrit les conditions de vie des Camerounais dans l'Apocalypse. Est-ce que vous avez l'impression, Michel, il nous reste quelques entretiens, est-ce que vous avez l'impression que la jeunesse camerounaise, que les populations camerounaises, finalement, se sont rendues compte de cet art que vous avez passé le temps à décrire sur ce plateau? Et est-ce que vous ressentez une volonté sine qua non d'aller justement dans les urnes afin de changer de paradigme? C'est rendre compte de cette situation. Est-ce qu'ils sont conscients de tout ça? Puisqu'ils vivent cela, ces populations camerounaises, majoritairement jeunes. Ce que je décris là, c'est ce que nous vivons en tant que jeunes. Tout à fait. Donc, prendre conscience de ces manquements, oui. Vous avez l'impression qu'ils peuvent faire changer les choses dans les urnes? Maintenant, est-ce qu'ils ont pris l'engagement, la résolution de faire bouger les lignes, de changer les choses? Je dirais oui. Mais qu'est-ce qui bloque? C'est que nous sommes dans un pays de répression, par exemple. Nous sommes dans un pays où les gens ont faim. 10 millions de Camerounais vivent sous le seuil de la pauvreté. Près de 4 millions sont frappés par une insécurité alimentaire. Donc vous comprenez que lorsque quelqu'un a faim et qu'un jour il se bat pour aller à l'ECAM pour s'inscrire, arrivé on dit que le kit est en panne. Lorsque quelqu'un travaille là comme ménagère dans une résidence et qu'un week-end elle se bat pour aller s'inscrire, arrivé on dit que c'est fermé. Lorsque vous allez voir un menuisier qui parvient à bloquer une journée de travail pour aller s'inscrire et qu'on a toute une commune qui n'a qu'un seul kit fonctionnel et que le rang est comme d'ici là à je sais pas,
jusqu'au marché Fondi. Il se décourage. Il se décourage. Il attend 1 heure, 2 heures après, il se décourage. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous comprenez que c'est difficile parce que les gens ont faim. Les conditions sont réunies pour que les gens ne puissent pas s'émanciper. Vous allez voir quelqu'un qui veut le changement, mais qui, pour 10 000 francs, 5 000 francs, vendre sa voix parce qu'il se dit qu'il n'a pas de choix. Non, moi je crois que les Camerounais doivent comprendre que pour que le changement arrive, il faut se sacrifier. Il faut refuser d'être désormais du bétail électoral. Et moi je suis fier du Grand Nord, parce que là-bas les gens ont compris. Parce que M. Biya perd les élections à Yaoundé, il perd les élections à Douala, il perd les élections dans la plupart des villes au Cameroun. Mais c'est dans le Grand Nord qu'il va gagner des élections. Aujourd'hui, dans le septentrion, et c'est grâce à ce Grand Nord, principalement à l'extrême nord du pays, les gars ont compris les choses. Et ils ont décidé, parce qu'un militant du RDPC dans un plateau télé avait dit carrément que nous on compte sur le Grand Nord pour nous élire. Les gens dans le septentrion constituent notre bétail électoral. Il a dit ce qu'il se dit souvent dans les chambres. Et c'est sorti parce que quand Dieu veut vous éprouver, vous vous exposez. Et vous rend fou, vous vous exposez. Vous ne parvenez plus à cacher ce qu'il faut dire. Il a traité les populations du Grand Nord, oui, bien sûr, bétail électoral. Même et ce qui était curieux, c'est que quelques jours après, il a continué à aller sur le plateau, représenter, communiquer pour le RDPC. Et M. Famdongo, qui est secrétaire à la communication du RDPC, n'a pas commis un communiqué pour se désolidariser de tels propos. Ça veut dire qu'ils ont acté cela et qu'ils considèrent les populations du Grand Nord comme du bétail électoral. Et lorsque ceux-là que vous considérez comme du bétail sont affligés par des catastrophes naturelles, comme ce qui s'est passé dans le Mayo Danaï avec les inondations, vous pensez qu'il faut juste 300 millions pour eux, c'est-à-dire chacun doit avoir 600 francs. Et même cet argent a été systématiquement détourné. Le ministre délégué auprès du ministre des Finances, Abdoulaye Yaouba, a dit ouvertement, il a déclaré que l'argent qui a été collectionné pour venir en aide aux sinistrés du Mayo Danaï a été détourné par les collaborateurs du régime. Malheureusement, aucun procureur ne s'est saisi de l'affaire parce que c'est très grave cette déclaration. Tout à fait. Où on est dans un pays où le président de la République engage des moyens et ses collaborateurs détournent cet argent. C'est malheureux. Donc, les populations doivent comprendre des enjeux. Ils ont compris. Maintenant, ils doivent s'engager. Ils doivent s'engager parce qu'ils ne s'engagent pas, rien ne va changer. On reviendra toujours Nos au parents galop. ont souffert des injustices. Nous-mêmes, on souffre déjà. Si on ne fait rien, nos enfants vont souffrir. Et c'est malheureux de constater à sacrifier. Et au regard Parce qu'ils ont peur. Vous avez peur de quoi? Tout à fait. Ils ont peur de la mort. Parce que tout ce que le régime peut faire, si le régime a trop fait à quelqu'un, par exemple comme Ibrahim Michi, ça serait de me tuer. Mais eux-mêmes ne vont pas mourir. Qui ne va pas mourir sur terre? Pourquoi les gens ont peur de la mort? Au point de sacrifier l'avenir de leurs enfants. C'est inadmissible. Les gens doivent se lever, défendre leur voix, défendre leurs intérêts pour le bien de la République, pour leur bien, mais surtout pour le bien de leurs enfants. D'ici l'artiste Petit Pays. Regarde de ce climat actuel au sein de l'écosystème politique, est-ce que vous croyez fermement qu'en 2025, quelque chose va changer et que quelque chose changera? Les clergés ont pris position, les artistes de l'autre côté, les hommes politiques aussi, les jeunes leaders, tout comme vous, ne sont pas en reste. On les voit en longueur de journée, même de dimanche sur les plateaux télé, pour défendre la cause des citoyens, la cause républicaine et le climat. Vous avez l'impression que 2025, au Cameroun, on va changer de page, on va tourner de page? Je suis sceptique parce que, vu la conjoncture actuelle, au vu de la situation actuelle, même si le RDPC investit un âne, ou bien un arbre, ou même un bâtonnier, il est fort probable que le RDPC gagne régulièrement les élections. Ceci pour deux raisons. Premièrement, à cause des dysfonctionnements observés au sein de l'organe en charge de l'organisation des élections au Cameroun. Et les cas. Aussi à cause du code électoral, qui n'est pas un code électoral consensuel, qui est un code électoral décrié et contesté par la classe politique camerounaise. Mais deuxièmement, et surtout, à cause de l'égoïsme
et du manque d'objectifs politiques de l'opposition. Il faudrait absolument que nos leaders des partis d'opposition puissent faire bloc autour d'un candidat unique. Un candidat auquel la population peut s'identifier, qui émane de la plus grande couche populaire, de la jeunesse. Un candidat qui comprend les problèmes de la jeunesse. Si on le fait, il y a donc de fortes chances qu'avec tout ce qui se passe, la prise de conscience au sein de la population, les prises de position des artistes, des hommes de Dieu, etc., que nous parvenons à une réelle révolution politique dans notre pays en 2025. Mais si on a à côté des hommes politiques de la 60 qui continuent à penser qu'ils sont la solution, qui continuent à ne pas prendre en compte dans la stratégie de conquête du pouvoir les critères objectifs, notamment liés à la démographie de notre pays, alors on n'arrivera à rien du tout. Parce qu'il faut chercher un candidat soutenu par les autres leaders de l'opposition qui peut faire bouger les lignes. Voilà la solution. Je vous assure, même si le RDP s'est investi, le téléphone portable, le téléphone va gagner. Et vous avez l'impression que le timing actuel est encore favorable pour, par exemple, implémenter cette résolution, ma foi, objective que vous venez de déposer sur la table. Il commence à se faire tard. Parce que nous sommes en 2025. Voilà pourquoi je suis sceptique. Nous sommes déjà en 2025. Les élections sont programmées dans quelques mois. Tout à fait. L'opposition est encore dans des débats futiles. Paul Biya ne va pas être candidat. Paul Biya peut être candidat s'il le veut. Parce que notre constitution ne limite pas l'âge de participation à la présidentielle. Et que Paul Biya continue d'être camerounais et qu'il jouit de tous ses droits civiques et politiques, il peut être candidat. Que Paul Biya soit candidat ou pas, cela ne devrait pas nous intéresser. Ça ne devrait pas faire l'objet de débat. Ça ne devrait pas faire l'objet de débat. Mais plutôt se concentrer sur les stratégies mécanismes de l'opposition, non le candidat du RDPC. Donc, qu'est-ce que nous on fait dans l'opposition? Quel est le candidat de l'opposition? Quels sont même les candidats déclarés de l'opposition? Les programmes de ces candidats, s'ils font déjà les tournées dans des villes, dans des villages, l'opposition ne fait absolument rien pour l'instant. Est-ce que les opposants sont tous mobilisés pour demander aux Camerounais d'aller s'inscrire sur les listes électorales? Non. Quelques-uns le font. Mais plusieurs, et ce sont les jeunes même d'ailleurs qui font ce travail. Et les jeunes leaders. Les autres, ils s'en foutent. Je ne sais même pas si c'est vieux, je ne sais pas par quel mécanisme ils comptent passer pour pouvoir arriver au pouvoir. Peut-être une stabilité que dans les négociations, ils peuvent avoir des positions de pouvoir et autres. Mais nous sommes dans une logique républicaine et démocratique qui voudrait qu'on gagne les élections par les urnes. Et pour cela, il y a des réalités qu'il faut prendre en compte. Cabral Libi, il est arrivé sans moyens. En 6 mois, il est arrivé 3e à une élection. Sans moyens et en peu d'élections. Vous imaginez qu'un monsieur comme ça, avec l'expérience qu'il a déjà aujourd'hui, les moyens qu'il a aujourd'hui, et le temps qu'il s'est donné, parce que depuis quand même 18, après les élections, il a engagé les citoyens à l'inscription sur les listes électorales. Vous pensez que si l'opposition s'unit pour soutenir un tel monsieur, le régime ne va pas trembler? Mais les gens sont là, ils ne sont pas objectifs. Ils vont demander, vous allez voir ces gens demander à Cabral de les soutenir. Cabral va soutenir ces personnes en vertu de quoi? Objectivement. Il est député, il a les élus, il a été élu, il a les moyens, il est sur le terrain, il a... Vous, à côté, vous n'avez pas d'élus, vous ne pouvez même pas investir. Vous êtes comme ça là. Mais vous allez dire non, nous sommes vieux, on connaît mieux que vous, vous êtes jeunes, vous ne comprenez pas. C'est absurde. Il faut être réaliste et il faut être vrai. Il faut soutenir une candidature jeune. Point final. Parce qu'il n'y a qu'un jeune pour bouger les lignes. Et Oumniobe, père son âme, le Podol, il avait dit que le 3e président de la République sera un jeune. Et certainement, c'est un prophète. On attend de voir. Ben, bien sûr, c'est un prophète. Voilà, on attend de les voir prophètes ne doivent pas seulement être les prophètes des Blancs. Des Blancs.
est un autre. Tout à fait, Ibrahim Miché. On attend de voir la concrétisation de cette prophétie. Nous sommes justement à quelques secondes de la fin de cette émission. Le temps va très vite. Il y a beaucoup de choses à dire, mais peut-être pour sortir finalement, Ibrahim Miché, expliquer à ces Camerounais le pourquoi de votre, je veux parler de déclinaison. Vous êtes fondamentalement un scientifique pur, mais vous avez opté pour le choix de la formation dans l'éducation, les sciences sociales. Plusieurs personnes veulent comprendre pourquoi. Est-ce que vous y croyez déjà en cette position que vous occupez actuellement? Est-ce que vous croyez, ou est-ce que vous y croyez à celle que vous êtes en train d'aller occuper? Pourquoi vous avez opéré ce choix dans votre jeunesse? Il faut juste dire qu'à Parce qu'il faut dire que ce choix vous a d'ailleurs coûté beaucoup de coups, beaucoup de bâtons. Je serai enseignant d'université depuis. Tout à fait. J'ai soutenu un master en 2017. 2017. J'étais leader d'étudiants. C'était automatique que voilà, je devais être enseignant assistant. Tout à fait. Mais il m'a été demandé de rejoindre les rangs du ADPC pour bénéficier. Et vous avez travaillé même d'ailleurs avec la CONAC au sein des universités et bien d'autres. J'ai été membre de la cellule de lutte contre la corruption et de la promotion de l'éthique en milieu universitaire. J'étais avec des éminents professeurs comme le professeur Oupa, le professeur David Bekole, le professeur Koumvondor, que je connais très bien. J'ai été membre du conseil d'administration de l'université de Ngaoundéré pendant 2 ans. J'ai été président de tous les étudiants de Ngaoundéré, plus de 35 000 étudiants pendant plusieurs années. J'ai fondé l'association Africa One parce que je suis un panafricain. J'ai travaillé pour la promotion des valeurs africaines. Et dans ce sens, je suis engagé dans la citoyenneté active depuis l'âge de 14 ans. Wow. À 15 ans, j'étais président de la coopérative, je faisais seconde C au lycée de Ngaoundéré. Tout à fait. Et jusqu'à aujourd'hui, tout le monde dit que je suis resté le meilleur des présidents. Moi, j'étais orienté en série scientifique par mes parents, parce que fondamentalement, j'étais fait pour la littérature. J'ai obtenu un bac scientifique, j'ai même obtenu le concours dans en Ngaoundéré qu'on appelle l'UIT, l'Institut universitaire de la technologie. Mais à un moment décidé, j'ai dit je ne fais plus ça parce qu'il faut faire des métiers par vocation, par passion. Mais tout le monde m'a critiqué, disant que mais comment tu peux réussir une école prestigieuse de formation, mais tu décides d'aller en faculté où tu n'auras pas d'avenir. Aujourd'hui, je n'envie rien de mes camarades qui étaient allés dans ces écoles de formation. Plusieurs même travaillent pour moi. Donc moi, je crois que les jeunes doivent travailler par vocation et qu'il y a des possibilités de s'en sortir. Il faut faire ce qu'on aime. Au début, mes parents m'orientaient, mais après, j'ai dit non, je vais faire ce que j'aime. Mais après, ils ont compris, ils m'ont soutenu dans ce que j'aime. Aujourd'hui, ils sont fiers de ce que je suis. Donc, j'ai été très tôt interpellé par les injustices de notre pays et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Et c'est depuis l'âge de 15 ans que j'ai mis ma jeunesse au service de la jeunesse camerounaise. Et j'ai toujours été là pour prendre des positions en faveur de la jeunesse. J'ai pris des coups, j'ai risqué des choses. Je m'en fous parce que là que le changement viendra. Il faut toujours dans une société des jeunes qui se mettent au service des autres. Moi, je comprends des jeunes qui refusent de s'engager. Mais le problème, c'est quand les jeunes qui refusent de s'engager refusent aussi de soutenir les jeunes qui s'engagent et au contraire, combattent même ces jeunes. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir certains jeunes combattre ce que nous faisons, dire que la jeunesse n'est pas un programme politique. Pourtant, personne ne peut mieux servir les jeunes qu'un jeune. On veut se servir. Ceux qui sont là, nous aussi, on veut se servir. On veut penser à la jeunesse, on veut résoudre nos problèmes. Il faut les jeunes pour cela. Donc, les jeunes doivent soutenir les jeunes qui s'engagent en politique. Moi, je ne vais jamais aller à l'encontre d'un jeune leader politique. Je vais le soutenir. Et je demande aux jeunes de nous soutenir. Tout à fait. Parce que s'ils nous soutiennent, je pense que nous allons apporter le changement dans notre pays en 2025 et aussi en 2026 à travers les élections locales parce qu'il faudrait que la jeunesse contrôle l'Assemblée nationale. Si nous contrôlons l'Assemblée, nous allons voter les lois favorables à la jeunesse, à la formation, à l'emploi, à l'entrepreneuriat, etc., etc. Nous allons donner la capacité, la possibilité aux enfants d'être en possession de l'acte de naissance. Aujourd'hui, 60% d'enfants au Cameroun n'ont pas l'acte de naissance. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas pensable, ce n'est pas concevable? Ibrahim Miché, merci infiniment. Merci à vous pour l'invitation. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Je pense que 2025 est une opportunité pour apporter l'alternance souhaitée au Cameroun. Nous pouvons le faire par les voies démocratiques et républicaines. Nous devons le faire à travers les voies d'urne. Et pour cela, il faut que chaque Camerounais
à s'inscrire sur les listes électorales. Les listes sont déjà lancées. La révision du fichier est en cours. Il est important pour chaque citoyen qui se respecte, qui aime sa patrie, qui aime sa famille et ses enfants, d'aller au moins s'inscrire pour voter. C'est un acte citoyen, c'est un devoir, c'est aussi un droit. Nous devons le faire pour le bien de la République. Nous devons surtout soutenir, parce que ce sont les jeunes qui comprennent le mieux nos aspirations, nos problèmes, parce qu'ils vivent nos problèmes. Ils n'ont pas besoin qu'on leur décrit nos problèmes. Ils vivent ça au quotidien. Ils sont comme vous, ils vous comprennent et ils sont les mieux placés pour apporter des solutions et des réponses à vos problèmes. Ibrahim Miché, président du parti Action pour la présidentielle 2025, il a dit les élections locales pour 2026, c'était donc là le calcul de l'Action. Vous savez donc exactement sur quel pied danser, mais désolation à la réalisation pour avoir consommé 5 minutes du temps à nous accorder. Notre rendez-vous est pris pour dimanche prochain, mesdames, messieurs. 90 minutes n'ont pas certainement suffi pour donner à Ibrahim Miché de vous vider effectivement tout ce qu'il a dans la tête pour la République camerounaise dans les jours à venir. Merci à vous pour votre attention particulière. À dimanche avec un autre invité. À bientôt. Bon début de semaine à tous.